Mesdames, Messieurs, donc bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, un rendez-vous 100% foncier pour aborder donc concrètement avec l'aide de différents experts des thématiques en lien bien sûr donc avec la question foncière et les nombreux enjeux qu'elle recouvre. À l'ordre du jour, l'engagement de l'agriculture dans la production d'énergie renouvelable, en particulier donc la question sensible bien sûr du photovoltaïque sur des terres agricoles. Donc énergie renouvelable et agriculture, comment s'y retrouver, quels en sont les enjeux économiques, territoriaux, fonciers. Promulguée le 10 mars 2023, la loi APER relative à l'accélération donc, de la production d'énergie renouvelable encadre donc le développement des énergies renouvelables. On va maintenant l'évoquer, bien sûr, la notion d'agrivoltaïsme qui vise à concilier donc production énergétique et maintien des activités agricoles. De nombreuses questions derrière tout ça. Que nous disent précisément la loi APER et son décret d'application? Quelle est la situation du photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine? Quel est le positionnement aussi de la SAFER Nouvelle-Aquitaine sur les projets d'énergie renouvelable? Comment sécuriser installation et transmission d'exploitation agricole qui intègrent donc progressivement ces productions d'énergie renouvelable? Et enfin, quel accompagnement et outils sont-ils proposés aux agriculteurs pour développer leurs projets? Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du jour, Christophe Stambouli et Hervé Olivier. Christophe Stambouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la cellule politique foncière et énergie au sein de la DRAF Nouvelle-Aquitaine, donc l'administration de l'agriculture à l'échelle de la région. Ravi de vous accueillir. Hervé Olivier, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, donc vous êtes directeur général adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Ravi de vous accueillir également. Donc je rappelle à tous nos internautes que vous pouvez tout au long de ce webinaire donc réagir et poser vos questions en direct. Donc ça s'affichera dans la fenêtre chat à la droite de votre écran. On essaiera de garder quelques minutes pour répondre à un certain nombre de questions. Je précise tout de suite d'ailleurs que les questions, pour ne pas créer de frustration, les questions qu'on n'aura pas pu prendre en direct, il y aura une foire aux questions sur le site de la SAFER Nouvelle-Aquitaine en lien donc, avec ce webinaire et on répondra à toutes les questions posées. Hervé Olivier, donc directeur général adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, ma première question, c'était de vous demander qu'est-ce qui vous a motivé, à vous, SAFER Nouvelle-Aquitaine, de proposer aujourd'hui, en février 2025, un webinaire sur cette question de la relation, on va dire, entre production d'énergie renouvelable par l'agriculture et production agricole. Simplement parce que la transmission des exploitations agricoles occupe une place prépondérante dans notre activité. Et aujourd'hui, sur près de la moitié des exploitations que nous transmettrons, on trouve des installations liées à l'énergie renouvelable ou des projets de développement d'ateliers d'énergie renouvelable, et que ça nous pose un certain nombre de problématiques, de questions, de responsabilités sur lesquelles il faut qu'on s'approprie avec des règles du jeu qui changent un peu tous les jours. Donc c'est quelque chose de on danse, on est en plein d'interrogations. Et en même temps, peut-être on va en parler après, ça pose un certain nombre de questions et d'enjeux pour l'aménagement du territoire, en positif et en négatif, et notamment en positif. Tout le monde sait qu'en ce moment l'agriculture ça va pas très bien, que les agriculteurs ils sont à la recherche de compléments de revenus, et que notamment pour faciliter la reprise des exploitations agricoles, il nous apparaît que les énergies renouvelables peuvent être un moyen de faciliter le financement et la reprise d'exploitation agricole. Donc, ça nous intéresse. Donc, on voit bien que derrière le développement de la production d'énergie renouvelable par l'agriculture, il y a un certain nombre d'enjeux. Je rappelle que la SAFER est opérateur de la mise en œuvre des politiques publiques sur la question foncière. Comment est-ce que justement vous abordez ces différents enjeux? Quels sont-ils? Parce que bon, vous en avez évoqué deux, il y en a peut-être d'autres encore. Et est-ce que finalement la SAFER a commencé à se forger une doctrine sur cette question du développement de la production d'énergie renouvelable par l'agriculture, au moins une doctrine, sinon une philosophie? Oui, alors effectivement, là comme dans d'autres endroits chez nous, on est un peu schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, dans les missions de la SAFER, on a la préservation des terres agricoles et des espaces naturels, mais on doit aussi suivre et faciliter l'application des politiques publiques, dans laquelle rentre notamment la politique d'accélération pour les énergies renouvelables, qui sont pas forcément très raccords avec la protection des espaces agricoles et naturels.
Donc, on est un petit peu schizophrène là-dessus. Et tout est une question d'équilibre dans tout ça. Sur les enjeux, pour donner un peu des ordres d'idées, hein, aujourd'hui, quand on est propriétaire foncier en agriculture, enfin, sur des terres agricoles, si on les exploite pas, on peut les louer. Quand on les loue, on touche un revenu d'environ 100 € l'hectare par an, à peu près, hein. Quand on est exploitant, on essaye de gagner un peu d'argent avec ces terres agricoles. Le revenu agricole sur une parcelle agricole, on va dire, alors, il ne faut pas dire ça à nos amis viticulteurs ou certains céréaliers qui sont dans le rouge d'une manière un peu récurrente en ce moment, mais c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros également par hectare et par an. Et tout d'un coup, on voit arriver le photovoltaïque avec des promesses qui peuvent atteindre des promesses de revenus qui peuvent atteindre, on parle là plutôt de milliers d'euros par hectare et par an. Et forcément, ça suscite un engouement et un appétit fort dans les territoires qui, par nature, ont une inégalité structurelle sur la possibilité d'accueillir des projets photovoltaïques ou d'énergie renouvelable, hein, parce que si on veut faire ça, il faut du vent, il faut du soleil, il faut des bonnes expositions. La structure des propriétés, c'est plus facile de faire de mettre des panneaux sur des parcelles qui font 15 hectares que 30 arts. Sur les possibilités de raccordement au réseau, qui est une vraie difficulté sur le photovoltaïque, c'est comment on se raccorde au réseau. Donc voilà, on voit bien que les territoires sont pas égaux, mais quand même l'appât du gain, en tout cas la possibilité de générer des nouveaux revenus, fait qu'aujourd'hui on a vraiment une frénésie de l'ensemble des acteurs, qui soient des opérateurs photovoltaïques, donc des développeurs de projets. Il y en a tous les jours qui se créent et ça grenouille partout. Ça suscite des appétits aussi de la part des collectivités qui voient aussi un moyen, eux, de retrouver du revenu pour financer leur collectivité. Et à ce niveau-là, ça a été probablement les premiers bénéficiaires à la suite des tempêtes dans notre région sur les forêts, hein, où il y a beaucoup de forêts qui n'ont pas été reboisées et sur lesquelles les collectivités ont mis des installations photovoltaïques. Et puis, ça sollicite forcément des appétits de la part des exploitants et des propriétaires. Aujourd'hui, je pense que tous les agriculteurs en France ont été au moins sollicités une fois pour leur demander s'ils n'étaient pas intéressés de mettre du photovoltaïque chez eux. Il n'y en aura pas pour tout le monde, et donc ça génère un peu de spéculation et ça met un peu de désordre dans la campagne. Alors là-dessus, nous, on n'a pas forcément, on parle pas de doctrine à la SAFER, hein, on essaye d'être pragmatique. Et donc pour ça, on a un peu trois. Alors quand je dis on n'a pas de dogme, on en a comme main, c'est que faut essayer d'éviter de le faire sur les terres agricoles de qualité. Et donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on contribue à une étude sur l'identification de gisements pour installer du photovoltaïque. Et puis quand on n'est pas là-dedans et qu'on met du photovoltaïque, parfois on empêche. Et ça nous est arrivé de préempter contre des projets, soit pour limiter la spéculation foncière, parce que les terres agricoles étaient achetées à 10 fois, 15 fois, 100 fois le prix agricole pour mettre des photovoltaïques, ou parce que les projets étaient sur des terrains qui avaient un réel potentiel agricole, et les acteurs du territoire trouvaient que c'était dommage d'arrêter ça. Et parfois, on permet, et on a installé des jeunes agriculteurs qui ont pu financer leur acquisition et rendre viable leur projet grâce à l'installation d'un atelier photovoltaïque sur le terrain. Donc, si on résume, Hervé Olivier, donc, sans parler de doctrine, mais puisque l'approche est pragmatique, c'est quand même protéger d'abord le foncier agricole et les meilleures terres, c'est éviter les dérives, notamment en matière de spéculation, et c'est accompagner autant que possible les porteurs de projets. On y reviendra dans le détail, mais grosso modo, les trois axes majeurs, c'est de cet ordre-là? Tout à fait. Ok, merci pour ces premières précisions. Christophe Stambouli, donc, je rappelle, vous êtes responsable de la cellule politique foncière et énergie au sein de la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Christophe, la France s'est dotée d'un programme pluriannuel de l'énergie, PPE, qui vise donc un développement des énergies renouvelables pour atteindre, il faut le rappeler, la neutralité carbone, normalement d'ici 2050. Comment est-ce que ces objectifs ont-ils été traduits en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, pour vous répondre, je vais faire un petit pas en arrière, si je puis dire, et pour replacer un peu l'ensemble des enjeux dans leur contexte.
Tout découle initialement d'une ambition européenne que de voir chacun des États membres intégrer 42% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Donc une ambition européenne qui a été reprise au niveau national et notamment par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la fameuse LTE-CV, qui est une loi du 17 août 2015, donc c'est une loi qui a 15 ans. Et c'est cette loi donc qui instaure la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. La PPE, elle est quinquennale. Son objectif, il est simple, c'est un outil de pilotage de la politique énergétique française. Et cette PPE, donc, elle nous fixe un certain nombre d'objectifs en matière énergétique et elle est transposée dans le cadre, au niveau régional, donc dans le cadre du SRADET. Je m'explique, le SRADET doit intégrer les objectifs de la PPE. Le SRADET, il est formalisé pour 20 ans, la PPE pour 5 ans. Donc, le SRADET doit intégrer ces éléments-là. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, il est élaboré, le SRADET, par la région et il est validé par le préfet de région. Donc, voyez un peu le cheminement, une ambition européenne, une transposition sur les textes nationaux et puis jusqu'à nous, donc au niveau du SRADET, donc ces objectifs énergétiques sont transposés. Alors, j'ai quelques chiffres à vous donner. Oui, pardon. Oui, pardon, j'allais vous amener sur les chiffres pour savoir, finalement, on en est où? Est-ce qu'on est en avance, on est en retard? Il va falloir accélérer, comme le préconise la loi APER qu'on va évoquer tout de suite après. Alors, on parle de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Oui, tout à fait. Alors, j'ai quelques chiffres à vous donner. J'espère qu'ils vont répondre à vos questionnements. Bon, j'en ai très peu exactement. Hein. Pour tout vous dire, en 2023, les énergies renouvelables représentaient 40 TWh donc sur la région Nouvelle-Aquitaine, à peu près 29% de la consommation globale. La production d'électricité renouvelable parmi ces 45 TWh représentait 14 TWh, à peu près 31% du mix énergétique régional. À l'heure actuelle, à l'instant où je vous parle, on a à peu près sur le territoire régional donc 256 sites photovoltaïques qui couvrent une surface de 4 756 hectares et pour une puissance globale de 5 179 gigawattheures. Alors, on est à l'heure actuelle, au vu des transpositions qui sont faites de la loi de la PPE et des éléments qui sont connus de nous au niveau du SRADET, on est dans les clous, si je puis me permettre. Hein. Donc, les choses avancent bien. Mais n'oublions pas, j'ai parlé de la PPE tout à l'heure, donc c'est un programme de 5 ans. La prochaine PPE, la PPE 3, est prévue donc à compter, les travaux vont commencer à compter de mars 2025. Donc, qui veut dire qu'on va revoir aussi notre SRADET en perspective. Bien, merci pour ce premier éclairage. Bon, j'en viens tout de suite, donc je l'évoquais en préambule de mon intervention sur donc cette loi APER, donc pour accélération de la production d'énergie renouvelable. Qui dit accélération dit qu'il va falloir aller plus vite demain que hier. Une loi donc qui a été promulguée donc en mars 2023, qui a été complétée par un décret d'application en avril 2024, si je ne me trompe pas, et une loi donc qui est censée faciliter l'installation d'énergie renouvelable et donc permettre de rattraper le retard qu'on a pu prendre en ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de ce dispositif législatif et en quoi est-ce qu'il apporte des précisions aux porteurs de projets issus de l'agriculture? Alors, la loi APER, c'est un texte qui est relativement dense et complexe. La loi APER, si vous voulez, elle nous apporte deux éléments de planification territoriale, que sont les zones d'accélération des énergies renouvelables, les fameuses ZAENR. Ce sont des zones d'accélération là qui sont conduites et mises en place sous l'égide des maires des communes. Et un second document, donc, qui est le document cadre, justement, un document de planification, qui, lui, est piloté par les chambres d'agriculture, qui fera l'objet d'un arrêté préfectoral après consultation. Ce document cadre vise principalement donc, à mettre en valeur ou à déterminer un certain nombre de surfaces qui sont soit des sols incultes, soit des surfaces non exploitées. La loi APER, elle nous apporte aussi un élément fondamental et qui nous est donné par son article 54. Et cet article 54, il nous donne ni plus ni moins la définition de ce qu'est une installation agrivoltaïque. Alors, je vais vous la donner, cette définition. Je vais essayer d'être assez rapide et bref pour me faire comprendre. Et désignée comme étant agrivoltaïque une installation qui apporte à la parcelle, chaque terme est important,
au moins l'un des services suivants: amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas et amélioration du bien-être animal. Ne peut être caractérisée d'agrivoltaïque une installation qui porterait atteinte à l'un des 4 services que je viens de vous citer. Et cette installation agrivoltaïque, elle doit en outre garantir à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu. En plus, cette installation agrivoltaïque, elle doit être réversible et elle est soumise, alors là c'est un peu plus complexe, je ne veux pas trop rentrer dans le détail à moins que, elle est soumise à divers taux de couverture, c'est-à-dire la surface de panneau comparativement donc à la surface de la parcelle. La loi PER, dans cet article 54, elle intègre d'autres notions qui sont ce que l'on appelle le photovoltaïque au sol ou PV compatible. C'est l'article L111-27 du Code de l'énergie. Pour bien comprendre la situation, seules des installations agrivoltaïques peuvent être implantées en dehors du document cadre. Ça veut dire qu'en dehors du document cadre, on doit avoir des installations agrivoltaïques qui sont en conformité avec la définition que je viens de vous donner. Et par contre, le photovoltaïque, le PV compatible, est restreint, lui, au document cadre. Je ne sais pas si j'ai été clair parce que… Si. Bon, en tout cas, ce que je comprends très clairement, c'est que ce concept d'agrivoltaïsme apparaît comme étant là, sinon une solution pour concilier précisément production d'énergie issue du photovoltaïque sur des terres agricoles et sécurisation de la production agricole. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, avec le décret d'application d'avril 2024, est-ce que tout ça a permis de lever toutes les interrogations ou bien il y a encore des sujets qui sont à interprétation et si oui, sur quel point en particulier, Christophe? Alors, je balayerai rapidement le décret du 8 avril et pour préciser ce qu'il nous apporte, donc le décret d'application du 8 avril de la loi PER dont on vient de parler précédemment, il nous apporte un certain nombre d'éléments quant aux définitions qui nous ont été données de ce qui concerne donc une installation agrivoltaïque. Il nous apporte donc des éléments sur la parcelle agricole, la notion d'agriculteur actif, etc. Il apporte aussi d'autres éléments qui sont très importants, la notion de contrôle des installations, la durée d'exploitation et les garanties financières qui sont nécessaires donc à la mise en place d'une installation agrivoltaïque. Alors, nous avions à la lecture de l'ensemble de ces textes, donc la loi et le décret, un certain nombre de questionnements, alors qui sont aujourd'hui en partie levés. Alors, je vous présente quelque chose ici, vous le voyez à l'état de brouillon, on l'attendait depuis longtemps, donc c'est l'instruction technique interministérielle donc qui nous permet aujourd'hui de comprendre un peu toute cette mécanique. Alors, je vous fais une annonce, c'est que cette instruction, elle est à paraître aujourd'hui au BO. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a encore des interrogations sur ce qu'est une installation agrivoltaïque, puisque on s'interroge encore sur quelques notions techniques. Qu'est-ce qu'une parcelle agricole? Comment apprécier donc notamment aussi certaines notions économiques. C'est là-dessus probablement qu'on a le plus de difficultés à l'heure actuelle, puisque la définition nous dit bien qu'on doit avoir l'activité agricole doit avoir un caractère significatif. Comment on mesure ces éléments-là? Et on a bien parlé aussi de revenus durables, donc tirés par l'activité agricole. Et cette notion de revenu durable, donc on l'apprécie au niveau de l'EBE. Donc ce sont sur ces deux derniers critères, là, plutôt économiques, le revenu durable et puis la production agricole significative, sur lesquels on a encore quelques interrogations, disons. Donc, s'agissant de concilier les deux activités, les deux productions, et de préserver donc un certain équilibre, la question de l'évaluation va être centrale. C'est peut-être de ce côté-là qu'il va y avoir peut-être source de difficulté s'agissant donc d'évaluer. Oui. Oui, tout à fait. C'est cette partie-là qui nous interroge le plus, et parce que pour répondre aux engagements qui sont les siens sur l'énergéticien d'une part et puis l'agriculteur qui évolue sous des panneaux, doit pouvoir apporter un certain nombre de notions économiques qui permettent donc de comparer la productivité de la parcelle sur laquelle se situent les panneaux comparativement donc soit à une zone témoin, soit un dispositif donc qui peut y suppléer. Et si j'ai bien compris, l'agrivoltaïsme, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'est l'agriculture d'abord, en termes de
production. Et s'agissant, et au-delà, j'ai envie de dire peut-être aussi de la pertinence et de la clarté de la réglementation, est-ce qu'il n'y a pas à craindre quand même que le différentiel de rémunération entre d'une part la production agricole, d'autre part la production d'énergie renouvelable, est-ce que ça risque quand même pas de compromettre rapidement l'équilibre recherché? Parce que bon, d'un côté, Hervé Olivier évoquait voilà, des revenus à l'hectare qui dépassaient guère quelques centaines d'euros pour pas mal de production, au moins aujourd'hui, quand il y a de la rémunération d'ailleurs. Et puis de l'autre, on est plutôt sur quelques milliers. Est-ce que c'est pas ça la difficulté aussi, finalement? C'est un risque effectivement qui est prégnant. Alors, il faut savoir que le législateur donc, a prévu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre du décret, donc un certain nombre de contrôles et des dispositifs. Ces contrôles donc, vont porter d'une part donc, à la mise en service et puis après, par tranche de 5 ou 1 an, en fonction du taux de couverture, ces installations seront contrôlées pour voir justement si les revenus qui en sont issus, je parle notamment des revenus agricoles, sont bien en adéquation avec les objectifs qui nous sont assignés par la loi PER et notamment par la définition qui nous a été donnée donc, de l'agrivoltaïsme. Dernier point sur cette présentation, l'ADEME a entrepris de recenser, je sais aussi qu'elle accompagne, mais de recenser les projets les plus vertueux, entre guillemets. Oui. Elle a aussi pour objectif de faire partager ses retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui rapidement? Et est-ce qu'il y a un catalogue justement qui est prévu en termes de diffusion sur ces projets vertueux pour éclairer de ces retours d'expérience? Alors, votre question, moi, elle m'amène 2 réponses. Alors, le décret prévoit, et la loi aussi également, que l'ADEME puisse à terme faire fournir un catalogue justement d'installations technologiquement éprouvées. Donc, cette démarche-là est en cours probablement, puisque pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire que quelque chose a pu être formalisé dans ce sens-là. Et ces technologies donc, feront l'objet d'un arrêté et qui nous permettra, alors si c'est là votre question, cet arrêté donc, devrait faire l'état des lieux de ces technologies éprouvées. Et pour vous expliquer ce qu'il en est, c'est qu'en fonction de l'utilisation de l'une ou l'autre de ces technologies, on peut s'exempter d'un taux de couverture tel qu'il nous est donné aujourd'hui par le décret. Merci Christophe pour toutes ces précisions. Hervé Olivier, directeur général adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Bon, vous l'évoquiez tout à l'heure, j'imagine que vos services doivent être régulièrement et de plus en plus sollicités par les opérateurs énergéticiens pour leur permettre d'identifier des agriculteurs de projet, porteurs de projet, pardon, c'est pas le tout de trouver du foncier, il faut trouver l'agriculteur qui va avec. Quel est le positionnement de la SAFER Nouvelle-Aquitaine en réponse aux sollicitations des énergéticiens sur cette question-là de l'identification des porteurs de projets potentiels? Alors, faut d'abord dire que, d'une manière générale, les opérateurs, ils cherchent pas forcément à être propriétaires du foncier. Donc, en fait, nous, à la SAFER, sur les questions foncières ou de sécurisation du foncier, on n'est pas vraiment sollicité. La majorité des discussions se font en dehors de la SAFER et elles se font directement entre des propriétaires et des opérateurs qui signent des promesses de baux amphithéotiques. Alors, un bail amphithéotique, ça donne à celui qui en bénéficie la possibilité de construire quelque chose, les installations photovoltaïques, sur le terrain de quelqu'un, pour une durée très longue, d'en jouir pendant une durée très longue, 30, 40 ans, et à la fin, le propriétaire redevient propriétaire des installations photovoltaïques. Donc, en fait, on croise assez peu d'opérateurs photovoltaïques pour du recherche de foncier. Par contre, effectivement, ils viennent souvent nous voir pour essayer de trouver des porteurs de projets qui pourraient entretenir ou reprendre une exploitation qui bénéficierait d'installation. Nous, plutôt que de travailler avec un opérateur pour un agriculteur, on a plutôt tendance à dire qu'on préfère travailler avec un porteur de projet, un jeune qui veut s'installer sur un projet de reprise. Et pour rendre possible sa reprise, on va essayer de le mettre en lien avec un opérateur pour faire un projet qui soit d'abord un projet agricole et pas un projet d'énergie renouvelable. Et donc, quels sont les critères pour faire le tri entre projets vertueux, projets moins vertueux? Enfin, aujourd'hui, la réponse, elle est impossible, parce que vous voyez bien qu'on n'a aucun recul sur l'agrivoltaïsme. C'est même, tout va très vite, mais dans l'histoire, quand même, l'opérateur photovoltaïque a des engagements
met beaucoup d'argent, mais il va prendre des engagements d'une réelle production agricole. Or, aujourd'hui, techniquement, on ne sait pas vraiment ce qui marche. Il y a plein d'expérimentations qui sont en cours dont on n'a pas les résultats. Et on sait déjà qu'il y a des choses qui sont assez évidentes et qui marchent, d'autres ça va être plus compliqué. Mais si on prend par exemple l'exemple des serres photovoltaïques, il y a un nombre considérable en France de serres qui ont poussé sur lequel il n'y a rien en dessous, parce qu'on n'a pas mesuré, on n'a pas le bon équipement technique, et puis on n'a pas adapté les cultures en dessous. Mais aujourd'hui, on sait, mais ça a pris 3-4 ans, on sait produire de l'agriculture d'une manière sérieuse et économiquement rentable dans des serres photovoltaïques. Mais il faut du temps. Et la difficulté là, c'est que tout s'emballe, mais en fait, on ne sait pas. Donc, moi, je suis agriculteur, je dois prendre l'engagement de maintenir une exploitation, de maintenir une production agricole. Je ne connais pas l'itinéraire technique qu'il faut que j'adapte pour avoir une vraie production, et je ne connais pas forcément le bon équipement qui va bien. Donc, c'est compliqué. Pour autant, au-delà de l'agrivoltaïsme, on a un certain nombre de retours sur toutes les installations d'énergie renouvelable, que ce soit éolien ou photovoltaïque. Et ce qu'on constate quand même, c'est que ça complexifie grandement les dossiers. Au-delà de l'installation, quand on transmet une exploitation, et qu'on a des installations, la première question, c'est qui est propriétaire de quoi? Alors, l'exemple éloquent, c'est un bâtiment photovoltaïque, un hangar agricole avec des panneaux au-dessus. Vous avez à peu près toutes les situations, c'est-à-dire que ça peut être le propriétaire qui est propriétaire du sol, du hangar et des installations et qui bénéficie de la production de l'électricité, jusqu'à j'ai Monsieur Olivier qui est propriétaire du foncier, qui a mis à disposition son terrain pour au GAEC, qui a construit un bâtiment, et le GAEC a contracté quelque chose avec un opérateur qui a mis des panneaux, ou pire, je suis propriétaire, j'ai mis à disposition un bail emphytéotique, un opérateur, qui construit un bâtiment pour moi, que j'occupe, et sur lequel il y a des panneaux photovoltaïques. Déjà là, il y a un sacré sac de nœuds à regarder, parce que quand on vend ça, qui récupère quoi, qui vend quoi, qu'est-ce que ça a comme incidence en termes de TVA, de fiscalité, enfin, c'est assez compliqué. Deuxième question, c'est combien ça vaut? Parce que voilà, je reprends une exploitation, il y a un bâtiment qui ne m'appartient pas, mais qui est sur ma parcelle, mais qui m'appartiendra dans 15 ans. Combien vaut ce bâtiment? Est-ce que j'ai le droit de le vendre? À quelle valeur? Je ne sais pas. Il y a la SAFA, quand elle intervient dans une opération, elle est responsable de ce qu'elle vend. Donc, ça nous impose, on a une responsabilité par rapport aux installations photovoltaïques qui sont vendues. Est-ce que c'est fait dans les normes? Si ça brûle, comment ça se passe? Voilà, donc compliqué. Et puis derrière, il y a aussi tout un questionnement autour des contrats qui lient les propriétaires, les exploitants et les opérateurs. Alors là, par exemple, si on prend des sujets sur l'éolien, on trouve des choses un peu originales où la difficulté, il faut trouver un moyen pour récompenser financièrement l'exploitant, alors que normalement, un exploitant, quand il exploite, c'est lui qui paye pour exploiter. Là, c'est le contraire, on va payer l'agriculteur pour qu'il exploite. Donc, le statut du fermage, ça va pas, donc il faut trouver d'autres choses. Et par exemple, là, récemment, on est tombé sur on appelle, alors on a des conventions de servitude, des conventions de surveillance, des conventions d'entretien qui permettent à l'opérateur de rémunérer l'exploitant et l'agriculteur. Et puis, on a trouvé, par exemple, aussi des indemnités d'éviction annualisées. C'est un truc, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe dans les contrats. Et c'est, quand vous étiez exploitant, on vous a exproprié, entre guillemets, pour mettre des panneaux ou une éolienne. Donc, c'est normal, le fermier, l'exploitant, il a droit à une indemnité d'éviction. Sauf que normalement, cette indemnité d'éviction, vous la donne au moment où vous partez. Sauf que là, comme il faut répartir dans le temps, on l'a annualisé. Donc, quand vous arrivez au bout de 10 ans et que vous avez ça, c'est un peu bizarre à gérer d'une manière juridique un peu concrète et solide. Donc voilà, donc on est confronté à beaucoup de questionnements, voilà. Bon, on commence à avoir, on n'a pas fait le tour de tous les problèmes, mais on commence à mieux comprendre. Et en tout cas, c'est super important de poser les bonnes questions et puis pour pouvoir négocier au mieux avec les vendeurs et les acquéreurs. Parce que tout ça, c'est pareil, je reprends une installation, si je la vends, on sait que ça va générer du revenu, mais à quel prix je la vends? Comment on trouve l'argent pour financer ça en plus du reste pour un jeune agriculteur? Donc, c'est des sujets qui ne sont pas simples. Donc, beaucoup de questionnements qui posent en fait l'enjeu de la sécurisation
juridiques des porteurs de projets, notamment donc sur des phases plus sensibles d'installation et de transmission, on l'aura compris. Et derrière ça, un rôle pour la SAFER Nouvelle-Aquitaine d'accompagnement justement pour essayer autant que possible, parce qu'on voit bien que les choses se construisent dans le temps, on n'a pas toutes les réponses immédiatement, mais pour éviter les écueils finalement et de s'embarquer dans quelque chose qui serait une impasse. Alors nous, on n'est pas tellement compétents pour l'installation des projets, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer, nous, sur des sachants, des chambres, des opérateurs photovoltaïques, enfin, il y a des gens qui savent, hein. Mais au moment de la transmission de ces exploitations, là, il faut vraiment faire appel à des professionnels pour essayer de bien comprendre quels sont les engagements des uns et des autres et comment on les transcrit et à quelle valeur on transmet ces équipements. Et là, effectivement, la SAFER est un partenaire qui peut aider et les cédants et les repreneurs pour gérer ces problématiques. Au-delà de la loi APER et de son décret d'application, tout récemment, il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Pascal Lecamp, qui vise notamment je dis bien, à limiter la production par exploitation. Dans les enjeux qu'on évoquait en ouverture de ce webinaire, il y avait en trame de fond la question aussi de la nécessité de répartir équitablement les implantations entre les territoires et entre les agriculteurs. Comment est-ce que vous appréhendez cette proposition de loi qui porte sur la limitation, mais aussi la problématique juridique avec les baux ruraux que vous évoquiez tout à l'heure? Alors là, la réponse à cette question, elle dépend de quel côté vous regardez le problème. De notre fenêtre à nous, aménagement du territoire, c'est assez évident que cette proposition, elle nous paraît plutôt pertinente. Si on considère, alors parce que là aussi, c'est assez difficile d'avoir des chiffres, hein, mais qu'il faut en gros 100 000 hectares de foncier, ce qui n'est pas énorme, hein, 100 000 hectares de foncier en France pour répondre à la demande et aux objectifs de la loi APER, eh bien, on a deux façons de faire les choses. C'est-à-dire que soit on met 100 exploitations de 1000 hectares et on a le taf, soit on met 10 000 exploitations de 10 hectares. Nous, en termes d'aménagement du territoire, on trouve que c'est quand même plus vertueux et ça profitera mieux au territoire, ça drainera mieux cet argent qui arrive dans les territoires, ça permettra de conserver de la viabilité, plus de viabilité sur de plus nombreuses exploitations dans les territoires. Donc, on est bien évidemment plutôt favorable. Après, ça pose bien évidemment d'autres problématiques parce que c'est éminemment complexe, hein, mais quand vous vous mettez, enfin, il suffit de dire ce qu'on dit, quoi, hein. Du côté des opérateurs, ça met un sacré coup de canif quand même dans la rentabilité des projets, donc ça pose un problème. Ça pose un problème, je l'évoquais tout à l'heure, mais sur le raccordement de ces centrales, hein. Plus vous êtes loin d'un point de raccordement, bah, plus c'est cher de se raccorder. Donc, si vous faites que des petits projets, ça veut dire que vous allez concentrer les petits projets près des unités de raccordement. Donc, voilà, donc ça pose plein de problématiques et c'est vraiment pas simple. L'équation, elle est difficile, oui. Autre problématique, bon, on a bien compris qu'il y avait ce concept d'agrivoltaïsme, qu'il était possible dans certains cas de figure d'implanter du photovoltaïque sur des sols agricoles, mais dans des conditions très, très strictes et très, très bornées territorialement. Qu'est-ce qu'a entrepris la SAFER, Hervé Olivier, pour justement apporter un éclairage sur c'est possible, c'est pas possible? Bon, bien sûr, il y a les porteurs de projets, mais parmi ceux-là, il y a les collectivités locales d'ailleurs, hein, qui ont besoin de savoir. Qu'est-ce que vous avez entrepris, puisque vous avez cette capacité d'observation du foncier, du territoire, pour voilà, permettre à ceux qui s'intéressent au sujet d'y voir clair finalement sur ce qui est possible de faire ou pas territorialement? Le seul dogme qu'on a, donc nous, c'est plutôt d'essayer de favoriser, de mettre du photovoltaïque dans des zones où il n'y a pas trop d'enjeux ni agricoles ni environnementaux. Et donc, on a répondu à la demande de la région et de l'État pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et on est en train de faire une étude pour identifier les zones à privilégier pour l'implantation de projets photovoltaïques. C'est pas nouveau, hein, tout le monde essaye à l'aune de ses objectifs et de ses intérêts à faire ce genre de carte. La démarche de la SAFER, elle est un petit peu particulière parce qu'elle essaye de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui gèrent les territoires, donc l'État, l'ADREAL, la DRAF, l'ADEME, les représentants des collectivités, la région, les acteurs de la distribution de l'énergie, RTE, Enedis, bien évidemment les agriculteurs,
les acteurs de l'environnement à travers l'Agence régionale de la biodiversité. Et ensemble, on essaye de monter un cahier des charges pour essayer ou d'intégrer ou de sortir un certain nombre de surfaces qui sont caractérisées par exemple, des choses assez naturelles, l'exposition, si on est plein nord, ça va pas, si on est en zone naturelle très contraignante, ben, on va pas aller là, si on est sur des zones agricoles exploitées, on va pas là, voilà, et on essaye, par différents filtres, d'identifier les secteurs ou les gisements potentiels avec un outil cartographique. Et l'idée, c'est de mettre en place un portail web SIG à la disposition des décideurs, justement, pour qu'ils puissent apprécier l'intérêt de développer des projets dans tel ou tel secteur. Donc, c'est une mission sur laquelle on travaille depuis le début de l'année 2024 et dont les travaux vont être rendus là dans les mois qui arrivent. Donc, c'est pour 2025. Hein, C'est pour 2025. Et ça va un peu en même temps. Hein, les chambres d'agriculture doivent donner au préfet en ce moment là, des cartes pour les accès, pour identifier les secteurs où il faut accélérer où on peut faire ou pas faire du photovoltaïque au sol. Donc, tout ça, ça permettra d'alimenter la réflexion de tous les acteurs qui tournent autour de l'aménagement du territoire. Merci Hervé. Christophe Sambouli, donc responsable de la cellule politique foncière et énergie donc au sein de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. On va terminer avec vous, Christophe, sur cette question-là, sur ces deux dernières questions, avant de prendre donc les questions de nos internautes. Bon, on l'a bien compris, de toute manière, les projets photovoltaïques, quels qu'ils soient, agrivoltaïques ou pas d'ailleurs, sont soumis donc à validation, à permis de construire et à évaluation, on l'a compris en tout cas pour l'agrivoltaïsme. Comment est-ce que va s'opérer l'instruction de ces demandes? Parce que bon, la région Nouvelle-Aquitaine est une grande région, 12 départements. Est-ce que tout ça va être géré de manière homogène, suivant les voilà, à l'échelle des 12 départements? Comment est-ce que vous allez vous organiser du côté de l'administration pour l'instruction de ces demandes? Alors, la DRAF Nouvelle-Aquitaine n'est pas instructrice de ces demandes. Par contre, elle se doit d'avoir un rôle d'animation et auprès des services instructeurs, que sont les DDT et les DDTM. Et d'ailleurs, je les salue. Je salue les collègues si certains d'entre eux nous écoutent. Et un rôle de facilitateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un panel réglementaire qui a été complété donc par une instruction technique. On se doit aujourd'hui d'en avoir une lecture de cette instruction technique, une compréhension qui soit commune et une application qui soit homogène sur l'ensemble du territoire régional. Donc, c'est ce à quoi nous allons nous attacher, puisqu'aujourd'hui, cette instruction technique, elle est publiée. Donc, dans les jours prochains, nous allons convoquer donc, une réunion avec l'ensemble des DDT, des DTM, justement pour en faire une lecture commune, voir un peu quels sont les points sur lesquels il y a besoin et nécessité d'appréhender une réponse et qui soit commune pour que, tel que je vous le disais, l'application soit homogène sur l'ensemble du territoire. Ce groupe de travail sera également ouvert donc, aux collègues de la région et puis de la Chambre régionale d'agriculture lorsque nécessité se fera. Merci pour cette précision. En conclusion, Christophe Sambouli, d'ailleurs la question s'adresse aussi à Hervé Olivier, si vous aviez un message donc à l'adresse des agriculteurs qui s'intéressent à la question, qui sont potentiellement porteurs de projets, notamment agrivoltaïques, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en termes de conclusion et de messages essentiels à retenir peut-être? Alors, si je peux me permettre, moi, le message que je ferai passer, c'est de ne pas avoir une vision court-termiste. Et puisqu'un projet agrivoltaïque, sa durée de vie est de 40 ans, prolongée éventuellement de 10 ans. Et il faut vraiment que le parc s'adapte aux pratiques de l'agriculteur et non le contraire. Moi, je reste un peu dubitatif lorsque je vois des éleveurs laitiers de quelque production que ce soit, laitière ou allaitante par exemple, des producteurs céréaliers se lancer dans la construction d'un parc avec pour seul objectif que d'avoir un troupeau ovin et sous les panneaux, activité que je suppose qu'ils pourront maîtriser à court moyen terme, mais demain, si à supposer que cette activité-là n'est plus en conformité, je dirais, avec leurs attentes et avec leurs envies, et ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait d'un parc dont les panneaux, pour leur partie leur plus basse, est à 1,10 m du sol? Je me pose la question, hein, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut réfléchir. Donc voilà, je conclurai, moi, il faut que le parc s'adapte aux pratiques de l'agriculteur. Ça me paraît inéluctable pour une bonne continuation et une vie harmonieuse entre les deux. Merci Christophe pour cette réponse. Hervé Olivier, directeur général adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine.
Moi, je pense que si on est agriculteur, on a la nécessité et le devoir de s'intéresser à ces projets de mise en place d'ateliers d'énergie renouvelable sur son exploitation pour conforter ses revenus. Après, il ne faut pas rêver. Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais je vous ai dit tout à l'heure, en gros, il y a 100 000 hectares, il faudra 100 000 hectares en France pour couvrir les besoins. On ne sait pas, mais on parle des projets qui traînent sur lesquels des opérateurs photovoltaïques ou des agriculteurs ont fait des promesses pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir faire des études. On est probablement aujourd'hui à plus d'1 million d'hectares sous projet, on va dire. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a un projet sur 10 qui va tomber, il n'y a qu'un projet sur 10 qui va sortir, donc rêvez pas trop quand même. Et puis surtout, dans toutes ces démarches, faites-vous accompagner par des pros, regardez bien à quoi vous vous engagez, et maintenant et pour le futur. Et avec 2 exemples concrets, hein, nous, là, on est en train de, par exemple, on a trouvé une propriété sur laquelle le propriétaire s'était engagé sur une promesse de bail amphithéotique. Vous avez compris que ces projets, c'est 5-6 ans avant que ça sorte. Donc, pendant 5-6 ans, il est engagé. Et dans la promesse de bail amphithéotique, il s'interdit de vendre sa propriété. Entre-temps, il y a une crise viticole qui passe. Il a des grosses difficultés financières. Il doit vendre. Il a une opportunité pour vendre. Sauf que s'il s'en va maintenant, il va devoir donner un gros chèque à l'opérateur. Et c'est normal, parce que l'opérateur, il a engagé des études, des recherches pour son projet. Donc, voilà, il faut réfléchir. Regardez bien ce que vous signez. Et puis, quand on parle d'agrivoltaïsme, il y aura, les opérateurs, ils vont vouloir des engagements sur le maintien de la production agricole. Donc, les agriculteurs, ils vont avoir des obligations de résultat sur la production agricole. Et si ce n'est pas respecté, l'opérateur, il va perdre l'autorisation, le droit de vendre son électricité. Donc, ce n'est pas sans incidence. Donc, voilà, une fois de plus, faites-vous bien conseiller par des professionnels pour vous engager dans ces projets. Et peut-être donc, en lien avec ce que vous venez d'évoquer, un message de prudence finalement au regard des nombreuses interrogations qui sont encore sans réponse et qui peuvent juridiquement poser de grandes difficultés. Bien, merci. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, pas mal de questions. On va en prendre quelques-unes. Et puis, je le rappelle, hein, celles pour lesquelles on n'aura pas pu apporter de réponse en direct, il y aura une foire aux questions donc, qui sera reprise sur le site internet de la SAFER Nouvelle-Aquitaine et on apportera donc tous les éléments de réponse possibles. Première question de M. Joussom qui nous dit « Bonjour, à partir de quelle surface agricole peut-on faire une installation photovoltaïque? Est-ce qu'il y a une limite de surface ?» Non. À ma connaissance. Non. Bon. C'est un problème de rentabilité derrière. Donc, voilà, on parle parfois d'ombrière, c'est 1 hectare. Il y a des projets d'ombrière autour d'une exploitation ou autour de parcs pour les poulets ou les canards ou des choses comme ça. C'est de quelques hectares. D'accord. Bon, en tout cas, pas d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas… il pourrait y avoir un plafond de production si le projet de loi qu'on a évoqué tout à l'heure du député Lecan aboutissait, mais pas de… OK. D'ailleurs, est-ce que sur le projet Lecan, j'y reviens, au regard du seuil qui est évoqué dans ce projet de loi, à quoi ça correspond en termes d'hectares de parcs photovoltaïques ou agrivoltaïques? On a une idée de ça à peu près? 5 mégawatts crête, puisque c'est le plancher qui serait fixé, ou du moins le seuil qui serait fixé par ce projet. 5 mégawatts crête, sachant qu'on peut partir d'une production de 0,8 à 1 mégawatt crête par hectare. Vous voyez, ça fait des projets qui sont relativement faibles en surface, disons. Donc, vraiment à dimension humaine, on va dire. Autre question, merci Christophe. Un accord de la SAFER est-il nécessaire à la réalisation d'un projet photovoltaïque sur des parcelles agricoles? Aucunement. La SAFER, elle ne gère pas ça. Ça passe éventuellement en CDPNAF. Oui. La SAFER n'a pas son mot à dire sur l'installation de parcs photovoltaïques. D'accord. Autre question, peut-on envisager d'installer du photovoltaïque sur des terres qui ne produisent plus rien? Exemple, l'arrachage de vignes et terres qui sont bloquées pour un certain nombre d'années, voire dizaines d'années. Alors, s'agissant… on est peut-être dans le cadre des programmes d'arrachage sur le Bordelais, notamment. En fonction du programme d'arrachage que vous avez fait, vous ne pouvez plus avoir
de production agricole. Donc, je suis sûr que vous ne pouvez pas faire d'agrivoltaïsme. D'accord ? Par contre, si vous avez arraché sans aide, vous pourrez faire des panneaux, mais comme vous êtes en zone agricole, ça sera obligatoirement de l'agrivoltaïsme. Ok, c'est clair. Simple et clair. Autre question, dois-je être propriétaire, je crois qu'on a à peu près répondu, mais on va repréciser les choses si nécessaire. Dois-je être propriétaire du terrain agricole pour installer des panneaux photovoltaïques? Christophe, Hervé, non? Je vois vos opinions du chef. Vas-y, Christophe. Dois-je être propriétaire pour installer des panneaux photovoltaïques? Je pense que c'est une des premières options à mettre en œuvre, effectivement. Hein. Je ne vois pas comment, à moins que le locataire du terrain ait un accord avec le propriétaire, je ne sais pas. Moi, je passe la balle à Hervé. Peut-être. Non, mais je ne comprends pas bien la question parce que la plupart des projets, c'est les propriétaires. Les installateurs des panneaux ne sont pas propriétaires. Ils louent les terres. Ils louent les terres via un bail amphithéotique ou un bail à construction pour mettre les panneaux. Et si on prend la question à l'inverse, Hervé, un agriculteur qui est fermier, peut-il développer un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque sur des terres dont il n'est que fermier et pas propriétaire? Oui, avec l'accord de son propriétaire. Voilà, c'est comme ça que je l'avais compris initialement. Oui, voilà. Bien, écoutez, donc il y a de très très nombreuses questions. On ne va pas pouvoir, il est déjà 14h16, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Et donc je renvoie tous les internautes vers le site internet. Donc il y aura la foire aux questions et on répondra à tout. Et puis bon, sachez que du côté de la SAFER, voire même de l'administration et des chambres d'agriculture, vous avez des interlocuteurs identifiés pour pouvoir répondre donc à vos questionnements. Christophe Stambouli, donc Hervé Olivier, je vous remercie tous les deux de votre contribution. Vous aurez apporté donc un certain nombre d'éclairages, même si on n'a pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Merci à toutes et tous de votre participation, plus de 500 inscrits. Le sujet intéresse et vous pourrez donc retrouver l'intégralité de nos échanges grâce au replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube donc, de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, sur le site d'ailleurs aussi de la SAFER Nouvelle-Aquitaine en direct. Merci encore donc d'avoir suivi ce live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.